Nos portes d'entrée, elles sont multiples, soit par le corps, soit par l'émotion, soit par la relation. Dans les premières années, il y a quand même des vraies cartes qui doivent se jouer. En périnatalité et petite enfance, on sort de décennies de croyances où les choses ont beaucoup reposé sur des croyances. Aujourd'hui, on a des connaissances. Il y a une demande grandissante chez les libéraux et il y a de moins en moins de place dans les structures. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Périnatal. Aujourd'hui, on accueille Marion Lefebvre, qui est psychomotricienne et formatrice. Périnatal, le podcast des professionnels de la périnatalité. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai plein de questions en ce qui concerne la psychomotricité et la fonction psychomotricienne, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Marion Lefebvre, je suis psychomotricienne depuis 14 ans, je crois, et spécialisée en périnatalité et petite enfance depuis 11 ans. Psychomotricienne, combien de temps par semaine par rapport à tes autres activités, formatrice ? Est-ce que tu peux nous donner une petite... Alors, je suis 3 jours par semaine à l'hôpital, en réanimation néonatale, et le reste du temps que je partage entre les formations, entre des interventions sur des relais petite enfance, des crèches, des conférences, des supervisions d'équipe, mais toujours dans le secteur, de toute façon, périnat et petite enfance, donc voilà. Géographiquement, je suis près de Marne-la-Vallée, près de Disney. Voilà, je suis la voisine de Mickey. Première question que je voulais te poser, parce que c'est vraiment, je pense, la question que les parents peuvent se poser, ou même d'autres professionnels, c'est quoi une psychomotricienne ? Alors, on dira qu'il y a autant de définitions de psychomotricienne qu'il y a de psychomotriciennes. Déjà, pour commencer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une psychomote qui va donner la même définition. Mais si on voulait schématiser, et pour moi, déjà on est auxiliaire de médecine, ça c'est notre statut. On a un diplôme d'État qui se fait en 3 ans. Et la psychomotricienne, ou psychomotricien, il y en a quelques-uns quand même, leur travail c'est vraiment de mettre en lien à la fois ce qui se passe dans le corporel, ce qui se passe dans l'affectif, l'émotionnel, et comment en fin de compte ces deux entités réunies viennent rentrer en communication avec l'environnement. On va le dire comme ça. Donc c'est la relation, l'émotion, le corps, et ces 3 réunis-là, en fin de compte, permettent d'être, on va dire, adaptés dans l'environnement et avoir une vie adaptée. Donc nos portes d'entrée, elles sont multiples, soit par le corps, soit par l'émotion, soit par la relation, et c'est les 3 qui fonctionnent ensemble. Ok. Au niveau du métier, de la branche, vous êtes des libéraux, des salariés du public, comment ça se passe ? La majorité travaille en structure. Avec le temps, il y a de plus en plus de libérales. Il y a plus de 10 ans, il y avait, je crois, si je dis pas de bêtises, 8% de libéraux. Donc c'était tout petit par rapport à la plupart des psychomotriciens qui travaillaient en structure. Donc structure de soins, tout ce qui va être les CMP, les CAMS pour les plus petits. Il y a les plans Alzheimer qui ont aussi énormément intégré les psychomotes en gériatrie, dans les EHPAD. Et puis, plus ça va, et plus la proportion de libéraux augmente, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, tout simplement, avec les enfants notamment qui ont des troubles des apprentissages. Donc il y a une demande grandissante chez les libéraux, et il y a de moins en moins de place dans les structures. Donc les libéraux montent petit à petit. Mais c'est une profession du coup qui va travailler sur quasi toutes les structures de soins et avec tous les âges. Est-ce que tu as vu différents courants dans la psychomotricité, des différents modes de pensée ? Oui, il y a plusieurs courants, mais en fin de compte, les courants sont très liés au final à notre formation de départ. Il y a des écoles qui sont plus axées, par exemple, psychologie. Il y en a qui sont un peu plus axées neuro. Elles sont identifiées, on les connaît, et donc forcément, un psychomotricien qui sort d'une école qui a une orientation un peu plus neuro va être sûrement plus expert
sur des problématiques de neuroatypie, sur du libéral. Et puis il y a d'autres écoles qui vont être plus orientées. Chaque école a en fait un peu son orientation et c'est complémentaire. Au final, moi, c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que on a des psychomotriciens bons dans plein de choses et on se complète au final les uns les autres. Et ceux qui sont très bons en libéral sont peut-être moins bons sur d'autres, mais inversement. Et c'est là qu'on se complète tous au final. En fait, il n'y a pas vraiment finalement d'évolution de courant de pensée. C'est plutôt de base des courants de pensée qui existent au sein même de la profession. Alors, je rebondis, il y a un truc qui me titille direct, c'est un diplôme d'État, mais tu me dis qu'il y a quand même des écoles avec différents courants de pensée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a un tronc commun à tous les psychomotriciens, psychomotriciennes, et on va, entre guillemets, exacerber un curseur. On a tous la même formation, on a tous le même diplôme, mais il y a ce point un petit peu plus accentué dans certaines écoles sur certains sujets, et un petit peu moins sur d'autres. Mais on a tous le même diplôme et on a tous globalement les mêmes compétences, mais avec des petites différences de pensée en fin de compte. C'est plus ça, mais on a tous le même diplôme. Et du coup, on n'a pas dit une chose importante, c'est combien d'années d'études ? 3, mais avec depuis plusieurs années, c'est en cours de négociation pour que ça augmente à 5 ans. Et c'est 3 en école, 3 en structure plus école, ça se passe comment en fait ? Alors c'est 3 ans vraiment à la fac ou sur l'école de psychomotricité, en fonction de si c'est public ou privé. Et il y a une des écoles privées qui a une filière d'alternance. Donc là, c'est coupé en deux entre la structure et les cours. Mais la majorité des psychomotriciens sont formés en formation initiale à la fac, plus les stages. Et sur les 2 dernières années, on est sur un minimum de 600 heures de stage. D'accord, oui. Donc c'est pas que du banc d'école en fait. Et on a même des stages. En fait, dans les stages, il y a des secteurs obligatoires, c'est-à-dire qu'ils nous poussent, en fin de compte, à aller voir un petit peu tous les types de structures. Par exemple, en 2e année, on a obligation de faire un stage en psychiatrie avec du polyhandicap, en gériatrie, c'est obligatoire. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc vraiment du côté psychomote, pas ton côté formatrice et accompagnante périnatale, pure psychomote? C'est quoi une journée de psychomote ? Ça dépend d'où on travaille. Une journée de psychomote, par exemple, à l'hôpital, moi, comme je fais... Une journée de Marion Lefebvre. En réanimation, la journée déjà commence avec un staff médical pour savoir comment vont les bébés du service. Et puis, moi, ça me permet un petit peu déjà d'allumer des ampoules pour moi en me disant là il faut que j'aille voir tel parent, tel bébé, telle famille. Tu peux rappeler ce que c'est que le staff médical s'il te plaît ? Oui, c'est la réunion en fin de compte avec les médecins du matin, avec les médecins, infirmières, cadres, psychologues, moi. Tous les professionnels en fin de compte qui ont besoin de prendre des nouvelles des bébés et de voir comment ils vont. C'est ça le staff. Et puis après, au cours de la journée, il y a effectivement des rendez-vous que j'ai déjà fixés en amont où les parents savent que je vais venir à tel moment pour un biberon, pour une tétée, pour du portage, pour des raisons bien précises. Et puis parfois, c'est un petit peu plus informel, mais il y a besoin aussi de passer parce que on a des parents dont il est dit au staff que il y a des petites difficultés à toucher le bébé, c'est compliqué pour eux. Donc voilà, je rentre dans la boucle comme ça. Et puis, c'est beaucoup d'adaptation. C'est une pratique qui est, par exemple, pas du tout comme en libéral où on a des rendez-vous à heure fixe et à l'avance, on sait qui on va voir. Moi, à l'hôpital, je sais pas toujours qui je vais voir dans la journée, sauf quelques rendez-vous prévus, mais c'est beaucoup d'adaptation et au fur et à mesure de la journée et des besoins des familles et des bébés.
Et c'est un peu comme quand on te dit, quand tu as fait une ambulatoire pour des dents de sagesse, qu'on te dit le médecin va passer vous voir entre 15 et 16 heures, il arrive à 17h30 parce qu'il est passé voir d'autres personnes. Bon bah toi, tu es cette personne-là, où tu vas passer un peu comme tu peux parce que tu as d'autres personnes à voir avant, c'était pas prévu, etc. Et puis en périnatalité, en fin de compte, fixer des rendez-vous avec des bébés aussi petits et aussi qui ont des besoins très particuliers, en fin de compte, c'est quasi impossible parce que même si on fixe, au final, au moment où on arrive, le bébé dort, il n'est pas disponible pour X raisons, voilà. Et on revient. Donc c'est la qualité première, c'est l'adaptation. Quand on travaille à l'hôpital et de façon générale, les psychomotes, c'est vraiment une qualité qu'il faut avoir, c'est l'adaptation. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de ton travail de formatrice à l'EDPP. Tu fais la formation psychomotricité, la formation massage et développement sensoriel du bébé. Il y a un truc qui m'a interpellé, c'est de voir autant de psychomotriciennes dans la formation psychomotricité du bébé. Alors que je pensais, elles ont eu leur formation de psychomote, donc il n'y a aucune raison qu'elles viennent faire cette formation-là. Est-ce que tu peux nous dire, ce que toi tu as vu chez ces personnes-là, le retour qu'elles t'ont fait, même si j'ai assisté autour de table, tu vois, nous en dire un peu plus là-dessus. Alors c'est une formation au final qui, à chaque fois, balaye énormément de professionnels différents. Ce qu'on n'attendait pas forcément au départ. Mais pourquoi on a des psychomotes? Pourquoi on a des ostéopathes, des kinés, on a eu des médecins, des auxiliaires de pair, enfin tout type de professionnels? C'est parce que dans la formation initiale de tous ces professionnels-là, y compris les psychomotes, ça reste la base. La base, vraiment, voilà, ce qu'il faut savoir au minimum sur le développement du bébé. Sauf que quand on veut affiner, quand on veut aller un peu plus loin, quand on veut observer l'enfant différemment, on a besoin de plus. Et moi, c'est ce que je dis en formation, 80% de ce que je transmets dans la formation, c'est parce que j'ai appris à l'école, c'est ce que j'ai appris après, en me formant, en étant supervisée, par plein de moyens. C'est la synthèse de tout ça. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse dans cette formation-là, enfin ce que je veux transmettre moi, c'est non pas les stades de développement tels qu'on les connaît déjà tous au final, c'est comment l'enfant s'organise et de comprendre cette organisation-là pour pouvoir, pouvoir observer, pouvoir prévenir dans le sens intervenir précocement s'il y a besoin et savoir quoi faire. Parce qu'une fois que on voit qu'un enfant est dit en retard, ça nous donne pas d'éléments en fin de compte pour l'aider. Et c'est toute cette organisation psychomotrice qui est fondamentale à observer, mais qu'on n'a pas forcément détaillée, ni même parfois abordée dans nos études. Et c'est pour ça qu'il y a des psychomotriciens et qu'il y a tout type de professionnels dans cette formation. C'est parce que c'est toutes les formations initiales ont besoin de balayer au final de façon un peu générale tous les thèmes et on peut pas rentrer dans les détails et le développement psychomoteur est bien plus qu'une succession d'étapes. Il y a beaucoup plus de choses que ça à comprendre et ça demande plus. Donc après en post formation initiale d'aller se former et c'est pour ça qu'il y a toujours eu plein de professionnels différents. Oui, parce que si je comprends bien, en fait, le développement psychomoteur, il est jamais terminé en fait. Si tu me parles que tu t'interviens en EHPAD, enfin pas toi, mais que les psychomotes interviennent en EHPAD, ça veut dire que en fait, et là je joue un peu les candides pour le podcast, le développement psychomoteur, il est pas de 0 à 6 ans, tu vois, et après ça se termine et on est en vitesse de croisière. En fait, on a un développement qui commence à, on va dire, tu vas me dire même in utero, en fait, oui. Et qui va se terminer le jour de la mort, quoi. Ce sera en évolution constante, ça c'est sûr. Après, dans les premières années, il y a quand même des vraies cartes qui doivent se jouer. Et parce qu'on est génétiquement programmé pour ça et pour que ça se fasse à ce moment-là. Donc voilà, c'est en constante évolution, mais il y a quand même des choses fondamentales dans les premières années de vie. Alors dans ces cas-là, pourquoi il n'y a pas plus l'accent sur l'enfance, sur le bébé, la psychomotricité du bébé dans les études?
Puisque tu me dis qu'il y a 3 ans, c'est ça, hein, j'ai bien retenu, il y a 3 ans, finalement pour balayer la vie, mais qu'il y a quand même un gros spot sur le début de la vie. Pourquoi on fait pas ce spot directement à l'école? Il n'y a pas le temps? Pas le temps dans le sens où, en fait, les psychomotriciens, on doit balayer tous les âges de la vie, les pathologies, tous les concepts psychomoteurs qui sont nécessaires, en fin de compte, tout au long de cette vie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent passer les études à 5 ans, parce qu'on a un contenu de formation qui est énorme. Et clairement, en 3 ans, on peut pas aller plus loin que ce qu'on fait déjà actuellement. Parce que là, par exemple, la formation, on l'a fait sur 3 jours. On pourrait faire encore plus. La formation à l'EDPP. Voilà, Et puis en plus de ça, ça dépend vers quoi les gens vont vouloir se spécialiser. Et c'est pour ça qu'en tant que psychomote, on a beaucoup de formations continues. Parce que, et on nous le dit bien dans nos études, c'est le point de départ. Notre diplôme est le point de départ. Et après, c'est en fonction d'où on va aller qu'on va se spécialiser et devenir expert en fin de compte de cette tranche de vie ou de certaines pathologies, ou de certains types de pratiques en fonction des structures. Oui, ce serait pas intéressant de segmenter en fait tout de suite les études par rapport aux besoins qui est finalement très multiple au niveau de votre profession. Ça fermerait des portes. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est attiré par le métier de psychomotricienne, qui voudrait faire ça? J'ai 18 ans, je sais pas par où commencer, j'ai mon bac, voilà, enfin je vais avoir mon bac, et vers quoi je me tourne? Déjà, je dirais que c'est un métier qui est passionnant. Ça a pas dû m'arriver souvent d'avoir l'impression d'avoir un travail qui me plaisait pas. Donc c'est passionnant. Comment faire Alors, en termes de filière, évidemment, c'est toujours plus facile quand on arrive avec un bac général. Mais aujourd'hui, de plus en plus, le bac ST2S est clairement adapté, en fin de compte, pour rentrer dans ces écoles paramédicales, quelles qu'elles soient. Moi, à mon époque, c'était un concours d'entrée. Très souvent, il y avait une année de prépa, du coup, en amont. Aujourd'hui, avec Parcoursup, ça change un petit peu. Les dossiers vont être pris en compte, alors qu'à l'époque, ça ne l'était pas. Et en fin de compte, après, c'est une entrée sur l'école, faire ses 3 ans. Et puis, moi, ce que je dirais à un jeune, c'est de découvrir le plus possible de secteurs de pratique. Parce qu'en fin de compte, c'est dans nos études qu'on peut aller explorer partout, qu'on peut aller voir toutes les populations différentes, tous les types de structures différents. Et c'est là, en fin de compte, qu'on peut vraiment aller voir ceux avec lesquels on a envie de travailler, ceux avec lesquels on a parfois moins envie, parce que voilà, on a aussi chacun le droit d'avoir des secteurs dans lesquels on veut pas aller parce que ça nous parle pas ou parce que voilà, c'est pas évident pour nous, pour X raisons. Donc c'est vraiment d'aller explorer et de faire ses choix en fin de compte après, en fonction de ça, et d'aller dans différentes structures. Et c'est ça la richesse de notre métier aussi, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un type de structure ou avec une population donnée. Et puis voilà, ça perd un peu de son sens, ils ont besoin de changer tout en gardant leur métier et hop, ils vont ailleurs sur un autre type de population de patients et de prise en charge, et au final ça redonne un nouveau souffle à leur métier sans en changer au final. Ok, et un atelier de psychomotricité, on va dire, allez, partage-nous une anecdote ou un accompagnement que tu as fait récemment, que ça soit bébé ou personne plus âgée, pour qu'on ait une idée vraiment sur le terrain, ce que peut donner un accompagnant. Parce que moi, je demande à toutes les psychomotriciennes, est-ce que tu joues avec des Legos? Parce que moi, je sais que les Legos font partie de la psychomote et c'est une notoriété publique que j'adore les Legos. Alors en fait, les psychomotes jouent avec tout, tout ce qu'elles trouvent, tout ce qu'elles récupèrent. Donc on est un petit peu
les professionnels paramédicaux, on fait de la récup, on fait des boîtes sensorielles, on fait des boîtes de motricité, on crée plein de choses et c'est ça aussi notre métier, c'est de créer plein de dispositifs en fonction de chaque enfant. On fait rarement la même chose au final avec 2 enfants, ou même si on utilise le même matériel, on le fait pas dans le même but. Donc après la question est-ce qu'on joue ? Oui, on joue, mais on joue avec un projet de soins et ça a toujours un but. Et pour l'enfant, là si on parle des enfants, l'idée c'est quand même que ce soit agréable. L'idée c'est de lui dire, bah tu vois, mobiliser ton corps c'est chouette, ou mobiliser tes ressources cognitives ou par l'émotion. Enfin voilà, il faut qu'on lui fasse comprendre que c'est agréable et que ça va lui apporter quelque chose. Donc si nous on n'est pas dans ce plaisir-là et ce ludique-là, en fin de compte, on peut pas le transmettre aux enfants. Donc, par exemple, oui, qu'est-ce que tu vas concrètement solutionner comme problématique par le jeu ? Un exemple d'une petite fille qui arrive avec des troubles de l'oralité. Alors quand je dis petite fille qui a 2 ans à peu près, qui a des troubles de l'oralité, et en décortiquant avec la maman, je me rends compte, comme très souvent dans les troubles de l'oralité, que tout ce qui va être texture, sensorialité est compliqué. Et bah, sur des séances et des séances, on va jouer dans des boîtes avec des haricots secs, avec du riz, avec des pâtes, avec de la semoule, avec plein de choses. Et en fin de compte, on va jouer avec ça pour lui donner ce plaisir de la sensorialité, pour au final que l'oralité soit plus facile, plus acceptable. Et oui, une anecdote d'une dernière séance avec cette petite fille où elle était dans des bacs et elle lançait les haricots en l'air et qu'on voyait la joie qu'elle avait, alors que les premières séances, elle pouvait même pas y toucher. Donc, et une petite fille qui, dans le temps après, là aujourd'hui, mange très bien, avec des parents qui m'ont dit elle a un grand plaisir à manger. Voilà, c'est des belles victoires. Et pour toi, ça doit être super. Bah oui. Et psychomotricité, pour moi, c'était vraiment uniquement la motricité. En fait, pour moi, c'était pour solutionner les problèmes moteurs. Tu sais, comme quand on parle des handicaps moteurs. Au niveau moteur, ça se passe comment ? Bah, en fin de compte, dans le moteur, nous, on va vraiment s'intéresser à comment l'enfant il fait, comment il s'organise dans son corps, dans l'espace. Donc ça va être très en lien avec le tonus étant très en lien avec les émotions. Donc, en fin de compte, tout ça va s'imbriquer l'un dans l'autre et on peut pas, quand on est psychomote, on a beaucoup de mal à travailler que le moteur, par exemple. C'est toujours relié de toute façon à la composante émotionnelle, puisque ce qui va faire notre motricité, c'est notre tonus, et notre tonus, c'est nos émotions. Donc on peut pas couper les deux en deux, on peut pas couper à la différence par exemple des kinés qui vont travailler beaucoup plus sur la fonction. Nous, en théorie, les psychomotes, on sait pas faire. On a plus de mal à le faire comme ça, et c'est en ça qu'on peut être complémentaire d'ailleurs. Parfois, travailler que en psychomotricité pour des enfants qui sont très tendus, qui ont besoin sur le plan vraiment musculaire d'aide, le kiné va vraiment être complémentaire avec nous et on va travailler ensemble. Mais on travaille pas de la même façon. Et la formation de 3 jours à l'EDPP, là, qui a lieu d'ailleurs aujourd'hui même, j'ai réussi à te capter à la fin de la formation, je te remercie d'ailleurs parce que tu dois être bien fatigué. Voilà. Qu'est-ce que tu apportes aux accompagnantes périnatales en fait ? Parce qu'elles vont pas se transformer en 3 jours en psychomotricien. Tu peux pas les transformer en personnel, en personnel professionnel de santé. Et les accompagnantes périnatales qui sont en libéral, comme ça, avec une formation, on va dire, initiale en organisme de formation, elles sont pas pour rôle de se substituer aux soignants. Donc, qu'est-ce que tu vas leur mettre dans leur besace, qu'elles vont pouvoir utiliser dans leurs ateliers ? Eh bien, plusieurs choses. En fin de compte, c'est vraiment des connaissances pour pouvoir observer beaucoup plus finement les enfants. Parce que comme on disait, au final, on n'a pas énormément d'éléments. Donc, pour plusieurs raisons. D'une, de la prévention. C'est-à-dire que moi, je considère que n'importe qui peut faire de la prévention. C'est pas le job spécifiquement des médicaux et des paramédicaux. Par exemple, si on prend l'exemple d'une accompagnante périnatale ou d'une assistante maternelle, elles ne sont pas paramédicales et pourtant elles voient des enfants toute la journée
Et elles ont cette possibilité de voir quand il y a quelque chose qui est difficile pour un enfant ou quand il a besoin d'aide pour aller plus loin. Donc les accompagnantes périnatales vont pas... Moi, je suis pas là pour qu'elles soient effectivement psychomotes et qu'elles prennent en charge, mais qu'elles puissent observer et qu'elles puissent faire de la prévention précoce pour pouvoir amener les parents à dire voilà, là moi, ça m'interroge, est-ce que vous pourriez peut-être aller voir un professionnel, donc là pour le coup aller voir une psychomote ou autre en fonction de la difficulté. Mais c'est vraiment cette fonction de prévention. Et puis en périnatalité et petite enfance, on sort de décennies de croyances où les choses ont beaucoup reposé sur des croyances. Aujourd'hui, on a des connaissances et c'est du coup permettre à ces accompagnantes de pouvoir répondre de façon concrète et dans quelque chose qui tient la route des questions des parents, parce que aujourd'hui les parents entendent plein de choses des générations d'avant, des réseaux sociaux, des copines, voilà, il y a toujours quelqu'un qui a son avis à donner et avec beaucoup de croyances derrière. Alors des fois il y a des croyances qui sont justes, mais il y en a aussi beaucoup qui méritent vraiment qu'aujourd'hui on les remette en cause et qu'on apporte des vraies connaissances pour le bien des bébés, des parents, et que les développements soient les plus harmonieux possibles. Marion, merci d'avoir répondu présente à l'invitation, merci d'avoir apporté la lumière sur ce métier que je ne connais pas. On côtoie beaucoup de psychomotriciennes à l'EDPP et c'est vrai que j'ai beaucoup de questions à leur poser et je suis assez curieux du métier, mais bon, je peux pas non plus leur prendre trop de leur temps. Donc merci pour tout ce que tu nous as apporté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire bien sûr, et puis à nous contacter sur nos différents canaux pour soit faire revenir Marion, soit si vous avez une idée d'une autre professionnelle, soit un corps de métier ou une professionnelle en particulier, n'hésitez pas. On vous dit à très bientôt. Merci. À bientôt.